Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, conciliation et médiation dans les conflits sociaux, c'est le thème retenu dans le cadre du deuxième congrès ordinaire du Conseil national du dialogue social, une rencontre prévue pour durer 6 jours. Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'accélère. À 15 jours de la présidentielle, l'écart se resserre entre les deux candidats. Les votes anticipés ont débuté hier en Floride. Et puis, la Chine a enregistré une croissance de 4,9% du PIB au troisième trimestre, une croissance qui s'explique par la reprise de la production industrielle et une explosion de l'exportation. Merci pour l'attention. Le Conseil national du dialogue social tient du 20 octobre au 6 novembre son deuxième congrès ordinaire de l'année 2020. Cette session a pour thème général conciliation et médiation dans les conflits sociaux. Suivons à présent le président du Conseil, Guillaume Atingbe, qui nous donne des précisions sur les points inscrits à l'ordre du jour. Le dialogue social constitue le socle de tout développement harmonieux, qu'il soit politique ou économique. Aujourd'hui, le Bureau exécutif national du CNDS vous convie à une session ordinaire qui sera consacrée à d'importants dossiers liés à la bonne marche de notre organe. Il s'agit essentiellement de l'étude et de l'adoption du budget du CNDS exercice 2021, de l'examen et de la validation du rapport provisoire, de l'étude sur la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. De l'examen et de la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche. De l'étude et de la validation des manuels d'organisation et de procédures administratives, comptables et financières du CNDS. De la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des membres titulaires du CNDS sur la médiation et la conciliation. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Maouignon Kakpo, a mis en garde les chefs d'établissement contre les châtiments corporels en milieu scolaire. Que pensent les acteurs du système éducatif de cette situation et quelles en sont les conséquences? Les réponses dans ce reportage de Samson Oké. Le châtiment corporel est une forme de punition, une douleur physique infligée à une personne. En milieu scolaire au Bénin, le châtiment corporel est interdit par des textes de loi, des mesures partagées par ces acteurs du système éducatif. Nous avons toujours travaillé avec nos professeurs de ne pas avoir de châtiment corporel, parce qu'on n'y croit pas. On croit vraiment que la non-violence, qu'on peut plus éduquer les enfants par la douceur que par la brutalité. Le châtiment corporel, pour moi, doit être banni. Quand on soumet l'enfant au châtiment corporel de toute espèce, l'enfant ne se donne pas à fond, il ne se donne pas à contraindre. Et quand vous partez, il n'est plus dans sa personne, il se met à sa liberté et il n'est pas performant. L'objectif visé, c'est la non-violence en milieu scolaire. Le châtiment corporel traumatise l'enfant. Ses conséquences sur l'enseignant sont autant lourdes. Le châtiment corporel a des conséquences graves pour la carrière de l'enseignant lui-même, dès lors qu'il utilise de ces moyens-là pour corriger l'enfant. S'il laisse des traces sur son corps, l'enfant peut être mutilé, perdre la vue, tout ça là. Et les parents peuvent le traduire devant la juridiction. Il y a des enseignants qui sont en prison parce que pour avoir frappé des élèves, ça a de graves conséquences sur la vie de l'enfant. Et il y a des enfants qui ne supportant pas, n'est-ce pas, cette humiliation,
désertent les écoles de classe. Il y a des enfants qui ont tellement peur du bâton qu'en classe, ils ne suivent pas parce qu'ils sont toujours dans la crainte de ce bâton-là et ils ont leur esprit ailleurs au lieu de se concentrer sur le travail que fait l'enseignant. Donc, nous pouvons dire que le châtiment corporel n'apporte aucun bien à l'apprenant ni à l'enseignant. Pour le psychopédagogue, plusieurs moyens existent pour inculquer le savoir à l'enfant sans faire recours au châtiment corporel. Les sanctions autorisées. L'élève qui peut-être n'a pas appris sa leçon, au contrôle, n'est-ce pas, des leçons, l'élève qui n'a pas appris sa leçon, le maître peut le retenir partiellement pendant la récréation. Au moment où ses camarades sortent en récréation, pour une récréation de 15 minutes, le maître le retient en classe pendant 5 minutes, par exemple, à apprendre ne serait-ce que cette leçon-là. Et là, le maître est dans la classe, il le surveille avec lui pour qu'il ne se livre pas à autre chose. À travers la douceur, à travers l'encouragement, le stimulus des enfants, c'est beaucoup mieux que de les battre. Parce que si on bat un enfant, on lui enseigne que battre, c'est ce qu'il faut faire. Alors on perpétue une violence qu'on ne veut pas pour notre société. En Afrique, plusieurs États ont pris de nombreux engagements ou adopté de nouvelles législations pour lutter contre le châtiment corporel en milieu scolaire. C'est pourquoi les autorités en charge de l'éducation au Bénin ne cessent de rappeler ces mesures aux différents acteurs. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djogbeno, a reçu en audience une délégation de responsables politiques nigériens. Plusieurs sujets ont été au menu des discussions telles que le scrutin présidentiel. Suivant les impressions de Ibrahim Mustafa, vice-président de la Cour constitutionnelle du Niger et chef de la délégation. Nous avons fait le déplacement dans le but, en tout cas, de rencontrer la Cour constitutionnelle du Bénin afin d'échanger sur un certain nombre de problèmes liés au processus électoral. Oui, parce que dans 2 mois, il va y avoir des élections chez nous au Niger. Donc nous avons jugé utile de venir rencontrer nos collègues du Bénin afin de bénéficier de l'expérience. Parce que le Bénin quand même est cité parmi en tout cas les pays qui sont quand même des modèles en matière de démocratie et de la gestion du contentieux électoral. Et le président nous a fait comprendre qu'ils sont très disposés en tout cas à collaborer, à nous aider à avoir tous les éléments nécessaires afin en tout cas qu'on puisse mener à bien notre mission. Actualité en dehors du Bénin, en Guinée, les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé ce dimanche. Au total, près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir un candidat parmi les 12 candidats en lice. Entre la continuité ou l'alternance, les citoyens guinéens se sont exprimés à travers 15 000 bureaux de vote. À l'issue de ce vote, quelles sont les impressions des Guinéens résidant au Bénin? La réponse à travers ces propos recueillis par Ayat Foui. Les Guinéens sont allés voter hier dans le calme, dans la sérénité. Et globalement, les élections se sont bien passées en République de Guinée. Nos attentes, c'est simple. Nous voulons à ce qu'il y ait le fair play dans ces élections. Nous voulons à ce qu'il y ait beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme, de stabilité pour la Guinée. Parce que nous ne voulons pas à ce que la Guinée retombe dans le cycle infernal de la violence, des crises post-électorales. Nous voulons quelqu'un qui puisse donner à la Guinée des infrastructures, des écoles, des routes, une bonne éducation, une bonne formation aux jeunes, créer de l'emploi pour la jeunesse, donner de l'électricité à la Guinée, réformer les forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous attendons avec ce nouveau président ou bien celle qui présidera à la magistrature suprême de notre pays. Ce que je demande à nos frères guinéens, partout là où ils sont dans le monde, c'est de rester calmes et qu'on attend le résultat. Et si le résultat tombe, je suis sûr que notre parti va gagner. Inch'Allah, c'est la Guinée qui gagne. On attend que Cheikh Loudalen arrive au pouvoir et qu'il laisse tous les Guinéens s'unir, qu'on travaille ensemble. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, Guinée n'a pas ancien président d'abord.
Donc, je crois que Alpha Condé va être premier ancien président en Guinée, si il accepte de collaborer avec les populations. Pour faire face à la deuxième vague du coronavirus, la Belgique a décidé de la fermeture des bars et restaurants. Elle a instauré un couvre-feu pendant 1 mois. Les Belges ne pourront pas sortir de chez eux de minuit à 5 heures du matin. Suivez plutôt. Depuis lundi en Belgique, bars et restaurants ont tiré le rideau. De nouvelles mesures prises par le gouvernement à l'issue d'une réunion de crise pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Si le Premier ministre belge souligne que cette décision vise à éviter le pire, difficile pour les restaurateurs de ravaler leur colère. Pour le secteur, déjà fragilisé par la crise sanitaire, c'est un nouveau coup dur. On ne se sent pas considéré et ça me fait mal au cœur. Je suis vraiment désolé, mais j'en peux plus quoi. Même nous, serveurs ou responsables, ou cuisiniers, ou plongeurs, tout le monde souffre. C'est horrible. Je ressens particulièrement la tristesse pour ce milieu qui coule et on sent vraiment que c'est l'urgence pour eux. C'est très dommage. Je crois qu'on est une grande famille, on essaie de soutenir, mais là je crois vraiment que les choses vont changer parce qu'on en a vraiment un ras-le-bol énorme et ça ne peut plus continuer. De la colère et surtout de l'incompréhension partagée par les habitants de Bruxelles. Pour eux, cette décision revient à trahir l'identité de la Belgique, conviviale et bonne vivante. Déjà, il y a ce problème sanitaire et il y a ce stress psychologique, économique. Et on sent qu'il y a vraiment de la tension. Les gens s'énervent pour rien, les gens ne savent plus c'est quoi leur quotidien. C'est comme si on nous cachait quelque chose dont on n'était pas au courant, quoi. Mais ils sont en train de tuer dans l'œuf un truc qui fait la Belgique ce qu'elle est aussi, parce que ça fait partie de notre patrimoine, c'est notre culture, donc la restauration aussi, hein, nos moules frites, nos manières de cuisiner, même le boudin, compote, toutes ces choses-là, voilà, c'est la restauration qui fait la culture. Les restaurants belges pourront toutefois continuer la vente à emporter jusqu'à 22 h, une maigre consolation. Tout comme le couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants doit durer 1 mois. Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche s'accélère. À 15 jours de la présidentielle, l'écart se resserre entre les deux candidats. Les votes anticipés ont débuté hier en Floride. Le candidat démocrate n'a pas programmé de meeting sur place. Il se consacre plutôt à la préparation du dernier grand débat prévu pour jeudi. C'est donc sa colistière Kamala Harris qui a fait le déplacement. Joe Biden s'est battu toute sa vie pour les travailleurs. Et de l'autre côté, vous avez Donald Trump qui, en ce moment même, avec son acolyte Bill Barr, est devant la Cour suprême des États-Unis pour essayer d'intenter un procès contre l'Affordable Care Act. Et s'ils ont gain de cause, ils vont s'en débarrasser. Une couverture dont bénéficiaient plus de 20 millions de personnes sera supprimée. Une protection de toutes les personnes qui ont besoin d'une couverture si elles ont des maladies préexistantes sera supprimée. C'est ce qu'ils font et c'est honteux. Avant de se rendre ce mardi à Pennsylvanie, État clé, Donald Trump a fait le show hier à l'Arizona, État très convoité par les deux candidats. On écoute le président américain. Nous devons imposer aux démocrates une défaite retentissante le 3 novembre. Et si je ne parle pas comme un politicien typique de Washington, c'est parce que je ne suis pas un politicien, ça c'est sûr. Il faut qu'on soit au sommet de notre forme. C'est pour ça que vous ne pouvez pas laisser Biden être président parce qu'il n'est pas au sommet de sa forme mentalement. C'est pas possible. Je peux vous dire une chose, Poutine, le président Xi de Chine, Kim Jong-un, tous, Macron, ils sont complètement au sommet de leur forme. Vous ne pouvez pas laisser ça arriver à notre pays. La Chine en passe de surmonter la crise économique liée au Covid-19. Le pays a enregistré une croissance de 4,9% du PIB au troisième trimestre. De bons chiffres liés à la reprise de la production industrielle et à une explosion de ses exportations. D'après le Fonds monétaire international, sans la Chine, la croissance mondiale des années 2020-2021 aurait été négative. Des informations saluées par Pékin.
L'économie nationale dans son ensemble a poursuivi sa reprise régulière et des résultats significatifs ont été obtenus en matière de coordination de la prévention des épidémies et du développement. Toutefois, nous devons également être conscients que l'environnement international reste compliqué et sévère, avec des instabilités et des incertitudes considérables, et que nous sommes soumis à une forte pression pour prévenir les transmissions d'épidémies depuis l'étranger et leur résurgence chez nous. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.